département de la transition numérique de la Banque des Territoires. Et nous avons produit, il y a de cela maintenant quelques semaines, peut-être mois, attention à ceux qui ont leur micro ouvert. Effectivement, nous avons produit il y a quelques mois donc un guide sur la 5G, guide qui était à vocation plus particulièrement des acteurs des territoires et qui se voulait pouvoir compiler l'ensemble des informations autour de la 5G, que ce soit tant technique qu'usage, et qu'évidemment, il était impossible de faire sans, de travailler également à propos des différentes sujets d'actualité qui ont embarqué avec le déploiement et l'attribution des licences 5G. Donc, on a fait un guide extrêmement pédagogique. Je suis moi-même pas forcément un expert des télécoms, à la différence de Rouliane, et on souhaitait donc vous présenter ici nos travaux et puis la vision qu'on pouvait avoir sur cette nouvelle technologie. Rouliane, je vais te laisser la main et en même temps laisser apparaître le support de présentation qu'on pourra évidemment mettre à disposition à la fin de cette intervention. Rouliane, c'est bon pour toi? Tout à fait. Super, Je je te crois laisse la main. que voilà, ça marche. Et, bon après-midi, bonsoir. Ravi d'être avec vous virtuellement dans ces lundis de Reality pour échanger sur la 5G. Donc, comme numérique, je m'appelle Julian, je suis expert en infrastructure numérique au sein de la Banque des Territoires. Et ben, je vais aborder avec vous les évolutions technologiques de la 5G et son déploiement. Et donc, je vais mettre, voilà. Donc, chacune des quatre générations précédentes, vous les voyez là sur la slide, ces quatre générations de téléphonie mobile ont permis une évolution substantielle. Chacune d'entre elles a avancé dans l'arrivée de la data, des multimédias, etc. Et la 5G est plus qu'une version améliorée de la 4G et représente un véritable changement de paradigme. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle représente réellement cette 5G. Il y a trois grands atouts. Les premiers, c'est l'augmentation des débits et qui vont permettre de nouveaux services. Euh, on peut imaginer beaucoup de ces services-là. Je ne vais pas les citer tous, on aura l'occasion de le voir. Mais attention à ne pas réduire la 5G à cette évolution des débits. Et il y a deux autres grands atouts. La forte densification des connexions qui vont permettre la mise en place du massive IoT, des objets, des réseaux à très forte densité d'objets connectés, pour parler français, et ce qui va être essentiel pour l'industrie, pour les territoires également. Et troisième grand atout, c'est une très faible latence qui va permettre la mise en place des services critiques qui sont très attendus dans l'industrie, dans la mobilité, pour les services de secours, etc. Et Émeric va nous présenter dans quelques instants les usages qui sont envisagés grâce à ces atouts. Les promesses de la 5G, vous les voyez dans ces graphiques en araignée, elles sont très ambitieuses. Et une forte capacité par antenne, on passe de 1 à 20 gigabits par seconde. Un débit perçu par les utilisateurs, c'est quand même ça qui compte, hein, des 100 mégabits par seconde versus 10 mégabits par seconde qui était possible pour un utilisateur moyen, c'est-à-dire qui n'est pas obligatoirement collé à l'antenne, qui va partager les débits avec d'autres utilisateurs. Et une efficacité spectrale 3 fois plus importante, donc avec le même spectre, on aura 3 fois plus de débit. Des terminaux qui vont être mobiles, qui vont pouvoir bouger encore plus vite. En théorie, on peut passer d'une limite de 350 à 500 km par heure. Donc là, pour le coup, il n'y aura pas de problème de vitesse quand on va par exemple en TGV, la qualité devrait être meilleure. Et une latence fortement réduite de 10 à 1 milliseconde, latence qui est essentielle pour recevoir les informations de façon très instantanée.
tous les services de type temps réel, une augmentation des débits, une augmentation de la densité des objets connectés pour une même surface euh, avec un facteur 10, et ainsi qu'une amélioration de l'efficience énergétique de l'ordre des 10 fois, qui va permettre, avec la même énergie, on puisse transmettre 10 fois plus de volume. Et enfin, une capacité en débit pour une même surface multipliée par un facteur de 100, qui va permettre de répondre aussi bien à la saturation des réseaux actuels que des réseaux très denses d'objets connectés. Et ces promesses de la 5G vont être permises grâce à l'ouverture de nouvelles bandes de fréquences et la mise en œuvre de nouvelles techniques. D'un point de vue bande de fréquences, en France, on a déjà la bande de fréquences de 700 MHz qui a déjà été attribuée, qui est essentielle pour la couverture des territoires moins denses et pour la pénétration à l'intérieur des bâtiments, parce que cette fréquence, elle arrive à couvrir loin. Également, la bande 3,5 GHz, 3,438, hein, dont la procédure d'attribution a finalisé récemment, fin octobre. Et chacun des opérateurs mobiles dispose maintenant déjà de sa bande de fréquences qui a été attribuée. Et enfin, la bande millimétrique de 26 GHz qui va permettre des débits très importants, mais dont la procédure d'attribution n'est pas encore arrêtée. Elle n'aura probablement pas lieu avant 2023. Et dont les modalités d'attribution, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont prévues ou en cours. D'un point de vue technologie, je vais le passer rapidement sans rentrer trop en détail. Et les technologies qui vont permettre les promesses de la 5G, il y a les massifs MIMO, c'est-à-dire la forte multiplication du nombre d'antennes au sein d'une même station de base. En réalité, quand on va voir une antenne, à l'intérieur, il y en a une multiplicité de toutes petites antennes, ce qui va permettre d'augmenter les débits et de diminuer la latence. Deuxième technique très importante, c'est le beamforming, qui permet de focaliser les ondes vers les terminaux des utilisateurs qui sont actifs, de façon à augmenter les débits pour ces utilisateurs et de diminuer la consommation énergétique parce qu'elle ne va pas se focaliser vers les parties où il n'y a pas des utilisateurs actifs. Troisième technologie qui est assez nouvelle pour la 5G, c'est le edge computing. C'est rapprocher les capacités de calcul et les traitements au plus près des terminaux, ce qui va permettre de diminuer la latence. Et cette technologie elle aura besoin d'un mode qu'on appelle le standalone, qui ne sera pas obligatoirement déployé tout de suite, qui le sera dans les années à venir. Enfin, dans ce petit passage de technologie, la quatrième est le network slicing, qui est la capacité de découper les réseaux en tranches virtuelles de façon à permettre l'acquisition des services divers avec des performances de bout en bout qui sont différentes. Ces performances, c'est le débit, c'est la latence, la densité des terminaux. Et ces services seront ainsi adaptés à chaque usage. Grand public, robots industriels, navettes autonomes, objets connectés, de la Smart City, etc. Et, les déploiements, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 700 MHz sont déjà, la bande de 700 MHz est déjà là.
depuis quelques années. Aujourd'hui, il a déjà commencé à être utilisé pour la 4G. Il pourra l'être pour la 5G à tout moment. Et la 5G sur la bande des 3.5, c'est celle qui, c'est les fréquences qui viennent d'être attribuées, va être progressive. Chaque opérateur va déployer au moins 2 communes lors de l'ouverture commerciale, très bientôt. 3000 sites en 2022, 10 500 en 2025. La totalité des sites devront migrer vers la 5G en 2030. Ça vous donne une idée, on le voit là, dans ce petit graphique, de ces déploiements. Les sites olympiques seront couverts lors des JO en 2024. Les axes de transport également sont également ciblés. Les autoroutes devront être couvertes à l'horizon 2025 et les routes principales à l'horizon 2027. Vous savez ici les petits graphiques des fréquences dont ils disposent chacun des opérateurs aujourd'hui dans cette bande des 5. Concernant la 5G, des expérimentations ont été encouragées et mises en place, aussi bien sur les bandes de 3,5 GHz que sur les bandes de 26 GHz. Par ailleurs, la Banque des territoires s'est engagée dans plusieurs expérimentations 5G et est disposée à accompagner des nouvelles expérimentations sur des usages verticaux et industriels. Et dans ces expérimentations, les collectivités visent principalement le développement de leur territoire. Et notre objectif n'est pas de tester la technique, mais d'approfondir les usages de la 5G. Et pour parler des usages, je passe la parole à mon collègue Émeric. Merci. Merci beaucoup, Rouliane. Alors, on va reprendre effectivement les 3 points, les 3 promesses en fait qu'a présenté donc tout à l'heure Rouliane, à savoir d'abord les débits augmentés. On pense à peu près x10 par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur la 4G que nous utilisons quasiment tous. Un deuxième aspect qui arrivera dans un deuxième temps, qui est la densification des connexions sur lequel je vais m'attarder. Et puis enfin, la faible latence qui est l'un des aspects peut-être le plus intéressant, notamment aussi pour les collectivités. Le débit essentiellement devrait intéresser les particuliers, mais pas que, on les verra sur la slide après. Mais clairement, l'idée étant de faire passer un maximum de vidéos haute définition, voire très haute définition, sur des technologies sans fil. Donc évidemment, on pense tout de suite au système de streaming qu'on peut l'avoir aujourd'hui ou à des systèmes de gaming qui peuvent se développer. Le deuxième aspect, ce sont alors, je vois qu'on a changé de slide, Rouliane, merci, tu as eu raison. Pour les particuliers, donc essentiellement, effectivement, plutôt des technologies dites immersives, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée ou réalité mixte. Les vidéos très haute définition, voilà des usages qui devraient très vite apparaître, puisque pour certaines sont déjà matures. Au niveau industriel, clairement, l'idée serait plutôt de se tourner vers une utilisation intensive, en fait, notamment des technologies SaaS, également des technologies immersives, notamment dans le domaine de la formation. C'est des choses qui sont très poussées par les GAFA, mais on voit aussi des acteurs industriels, notamment dans le domaine de l'automobile, qui s'intéressent à ça sur l'aspect formation. Et puis la vidéo très haute définition, ça c'est un peu générique. Et pour les collectivités, bien là, la 5G permettrait effectivement l'amélioration de la qualité de la vidéosurveillance, la capacité également de connecter
ces points de vidéosurveillance sans fil, et puis la téléassistance pour les secours également. La qualité de la vidéo peut être intéressante. Dans le domaine de la réduction de la latence, je passe sur les aspects jeux connectés qui nous concernent peut-être moins ici. On attend effectivement beaucoup, notamment en termes de robotique, en matière de mobilité connectée. Alors ça peut concerner, on l'a mis sur les collectivités, mais ça peut évidemment aussi concerner les industriels, hein, les secteurs de l'automobile en grande partie. Et la capacité effectivement à piloter des lignes de production en quasi-temps réel. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est une technologie très attendue dans le domaine du véhicule autonome, puisqu'il s'agit de pouvoir répondre de façon très rapide, quasi instantanée, hein, effectivement, à des injonctions ou à des capteurs qui pourraient être embarqués sur le véhicule pour pouvoir adapter la réaction du véhicule. Et puis, dans le domaine des services de secours, où là où il y a une forte criticité, où là également l'aspect de latence peut être dommageable. Et enfin, la densité de connexion, qu'on pourrait traduire essentiellement au travers de la technologie de l'IoT, hein, de l'Internet des objets, et qui a déjà commencé à envahir nos maisons au travers de la domotique. Et c'est un point intéressant. Je reviendrai dessus juste après. Effectivement, la capacité également à connecter l'outil de production et donc finalement à faciliter notamment sa maintenance et sa productivité. Je passe sur les objets connectés donc, que j'ai déjà abordés. Et puis, pour les collectivités, ben, comme l'a dit Rouliane tout à l'heure, en fait, hein, la capacité de pouvoir connecter l'ensemble de la ville, de pouvoir y mettre des capteurs et pouvoir finalement aborder, prendre le virage définitivement de la Smart City. Avant de passer juste à la slide d'après, pardon, Rouliane, il y a un point quand même qui est important, c'est de préciser que finalement l'ensemble des usages en matière d'Internet des objets sont déjà possibles. D'accord. Il existe aujourd'hui un grand panel de technologies hertziennes utilisables à plus ou moins longue portée, avec plus ou moins de débit, mais qui rendent déjà possible effectivement les aspects domotiques au travers du Wi-Fi par exemple à la maison, mais il en existe d'autres termes que je vais vous épargner là aujourd'hui. Et puis également sur la Smart City, il existe déjà des expérimentations avec d'autres aspects, d'autres technologies de l'IoT, mais on pense très clairement que la 5G peut régler un problème extrêmement important, qui est le problème de standardisation, et permettre finalement de mettre un petit peu tout le monde d'accord, mais en rien ne remplacera les technologies existantes. Simplement, effectivement, il risque d'y avoir une concentration dans ce secteur. Pour aller plus loin, voilà, merci Rouliane, en focus effectivement sur deux usages, simplement pour pas vous passer tout en revue, faire une longue liste. Le premier, c'est finalement l'objet connecté dans l'ensemble des territoires, la technologie des bâtiments, la capacité de connecter l'ensemble de ces systèmes d'énergie, de déchets, de nettoyage de la voirie ou voilà, de ramassage d'eau, etc. etc. Effectivement, la 5G permettra de standardiser effectivement une technologie IoT et pourrait permettre effectivement, si elle se déployait, de tendre véritablement vers une ville intelligente en permettant effectivement de connecter tout un écosystème. Il y a des enjeux évidemment environnementaux et économiques, hein, puisqu'il s'agit là d'être plus efficient, mais également peut-être plus économe en énergie d'un point de vue environnemental. Et dans ce domaine, effectivement, la 5G va sûrement donner un coup de boost à l'Internet des objets, qui a du mal aujourd'hui à décoller et qui pourrait effectivement, là, dans les années à venir, connaître son envol. Le deuxième service que je vous propose, c'est évidemment la navette autonome. C'est peut-être le plus visible, mais qui concerne là aussi une collectivité, hein. Évidemment, ça concerne les industriels d'automobile, mais pas que. Il existe déjà des navettes autonomes, donc comme quoi la 5G n'est pas forcément indispensable, mais par contre, très clairement, de par les promesses qu'elle va avoir, et notamment en termes de latence, devrait permettre effectivement l'essor de ce type de solutions tout à fait intéressantes en matière d'amélioration du trafic, notamment en zone dense, de permettre également finalement un nouveau modèle, hein, de transport en commun, et de compléter sûrement l'offre existante.
Et là, dans ce domaine-là, les aspects de latence, les aspects de densification des connexions qu'apporte la 5G devraient permettre, encore une fois, l'essor de ce type de solution. C'est très très attendu hein, là sur cet aspect, c'est peut-être la plus visible sur la 5G. Évidemment, pour arriver sur la quatrième vérité qu'on vous proposait sur la 5G, on a fait une présentation rapide, mais évidemment, on est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions juste après. Hein. Il était difficile quand on a travaillé sur ce sujet-là, en plein moment où finalement on était, puisque l'attribution des licences dont a parlé Julian avant devait avoir lieu au mois de je crois fin juin, au printemps même au départ, puis a été décalé petit à petit à cause de la crise sanitaire. Et cette arrivée de la 5G a provoqué pour nous un peu, on va dire, trois questionnements. Un questionnement d'abord sanitaire, au travers notamment de l'ouverture de nouvelles fréquences. Alors, je pense qu'il est important de bien distinguer. Celle qui pose aujourd'hui le plus de problèmes est vraiment la 26 GHz, donc qui n'est pas aujourd'hui déployée, qui ne le sera pas effectivement avant 2023, en tout cas attribuée. Les nouvelles fréquences sur la 26 GHz ne sont pas attribuées avant 2023, et c'est vraiment celle-ci sur laquelle on ne dispose pour le moins d'informations. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a été missionnée par l'État sur les bandes de 3,5 et de 26 GHz et a émis déjà un rapport sur la 3,5 et devrait émettre, enfin c'est un rapport partiel pour l'instant, mais qui sera complet début 2021. Et c'est une technologie à 3,5 qui est sur des bandes de fréquences qui sont plus proches de celles qu'on utilise déjà et que l'on connaît mieux. Sur la question écologique, alors là, je dirais finalement, pour avoir regardé les deux parties, on a vraiment deux affirmations tout à fait justes, l'une comme l'autre, mais finalement chacun voyant midi à sa porte. Il y a des associations écologistes effectivement qui vont avancer le gaspillage de technologie parce qu'effectivement ça va demander un déploiement d'antennes plus important que sur la 4G, notamment parce que la bande de fréquences qui seront utilisées sont plus courtes. Et puis de l'autre côté, des équipementiers qui ont fait un énorme effort de travail sur la consommation énergétique pour chacun des équipements qu'ils ont développés et qui aujourd'hui effectivement obtiennent de meilleurs résultats que sur les antennes actuelles. Et puis enfin, un aspect qui est parfois un peu moins médiatique, mais qui est extrêmement important et qui a fait l'objet d'un rapport par l'Union européenne, qui est sur la sécurité de l'infrastructure. Évidemment, ça n'a échappé à personne qu'il y avait eu quelques échanges entre les pays sur les questions des équipementiers 5G. Ils ne sont pas très nombreux. Ils sont chinois, européens ou américains. Et là, il y avait une véritable question qui se posait par rapport à la sécurité physique de la nouvelle infrastructure télécom, mais également une question sur la sécurité logicielle, puisque, comme l'a précisé Julian tout à l'heure, il y a des questions qui se posent au travers du network slicing qui va donc introduire un aspect logiciel sur une infrastructure physique et qui peut potentiellement présenter une sensibilité. Voilà. Je pense qu'on a tenu à peu près nos 20 minutes. Effectivement, 35, 55, c'est bien, on est dans les temps. Vous avez l'ensemble du guide qui est téléchargeable, qui est déjà disponible et qui reprend sur des fiches thématiques l'ensemble des points qu'on a abordés ici. Et à moins que j'ai oublié quelque chose, Juliane, que tu souhaites préciser, je pensais laisser la parole aux personnes pour que l'on puisse échanger. Eh bien, merci beaucoup. C'était une excellente présentation. Donc, du coup, je ne vois pas ce qui est à mon écran, mais c'est à peu près normal. Voilà. Donc, bien. Avez-vous des questions? C'est le moment de poser des questions. Moi, j'en ai une. 5G et fibre. Quel avenir pour les réseaux d'initiative publique? Faut-il déployer de la fibre optique ou faut-il déployer de la 5G? Et pour toi, Juliane. C'est très bien. Oui, tout à fait. La fibre optique, on est en France, il y a un programme de déploiement de la fibre optique qui a été mis en place depuis déjà quelques années. Beaucoup d'acteurs se sont engagés. Dans ces acteurs-là, on peut compter aussi bien les opérateurs privés pour les parties, pour toutes les zones d'initiative privée,
mais également toutes les collectivités territoriales qui se sont engagées pour déployer la fibre optique jusqu'à l'abonné, pour l'ensemble des foyers dans les centres d'initiative publique. Et donc, on aura la chance, aujourd'hui, il y a plus de la moitié des lignes qui ont déjà été déployées, et dans quelques années, en 2022, il y aura déjà énormément de lignes, 2025, on aura déjà une connectivité très importante des foyers. Dans la lancée où on se trouve aujourd'hui, c'est la fibre qui va arriver dans les foyers. La fibre a un avantage, un très fort avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite de débit, ce n'est partagé avec personne, elle est très évolutive, et on sait que la radio, elle évolue également beaucoup, mais il y a d'autres inconvénients. Donc, il y a une complémentarité également. Une complémentarité, c'est que malgré tout, il y aura toujours les mobiles. Les mobiles seront utilisés même des fois au sein du foyer. Et pour avoir un bon débit mobile, il faut que les antennes de la 5G soient raccordées avec une très forte capacité. Et cette forte capacité, on l'obtient essentiellement avec la fibre optique. Donc, je dirais la fibre optique jusqu'à l'FTTH, si vous préférez, la fibre optique qui va desservir l'ensemble des foyers et des établissements et des entreprises, et, et qui va desservir également les antennes pour pouvoir disposer d'une bonne capacité quand on est avec un mobile 4G ou 5G dans un avenir très proche. Bien, nous avons une question de Benjamin. Peut-on imaginer connecter les écoles en 5G en remplacement d'un réseau cuivre ou fibré d'un point de vue sanitaire et matériel nécessaire intramuros? C'est bien, on a directement les questions qui fâchent, les questions sensibles. C'est un peu la continuité aujourd'hui. De quoi ils ont besoin vraiment les écoles? C'est d'une connectivité fibre et de desservir cette capacité fibre dans l'ensemble de l'immeuble avec un câblage cuivre Ethernet qui permet de connecter les imprimantes, qui permet de connecter les ordinateurs, etc. Oui, les enseignants auront besoin aussi d'une connectivité mobile à côté. C'est à nouveau comme dans les points précédents, il y a plutôt une complémentarité. Les écoles aujourd'hui ont surtout besoin d'une très forte capacité qui ne peut être apportée que par la fibre. Pour compléter ce que vient de dire Rolian, d'abord les écoles comme les établissements de santé font l'objet sont prioritaires dans le déploiement de la fibre. Si je ne dis pas de bêtises, Rolian. Et donc à ce titre, effectivement, on devrait pouvoir bénéficier au plus vite de la fibre. Après, je pense qu'il y a un point, c'est sur le coût d'abonnement, qui sera évidemment plus élevé en 5G qu'en fibre, on peut le penser en tout cas. Donc, pas sûr. Et d'un point de vue sanitaire, bien évidemment, je dirais que c'est un peu comme la 4G ou même le Wi-Fi. Plus on est loin de l'antenne, mieux c'est. Et c'est pas forcément au pied de l'antenne qu'on capte le mieux non plus. Donc, voilà, je pense que de ce point de vue-là, c'est plutôt effectivement la complémentarité. Je vois les questions qui arrivent au fur et à mesure. Je pense que tu dois les voir aussi, Rolian. Pour la plus-value 5G par rapport à la 4G. La plus-value 5G par rapport à la 4G sur les connexions IoT est-elle seulement la densification des objets? Non, alors je ne veux pas rentrer trop dans le détail, je vais laisser Rolian le faire, mais il y a également un aspect sur le... Oui, il y a un aspect de densification, évidemment, il y a un aspect de débit également, et il y a un aspect de sécurité également qui est apporté par le network slicing et qui permet de faire coexister plusieurs réseaux IoT sur un espace restreint. Surtout la capacité qui fait effectivement cet aspect densification, tout à fait. Pour l'IoT classique, bas débit. Et alors après, je vois qu'il y avait une autre... Alors j'espère avoir assez répondu sur cet aspect-là. Et il y a une Peut-être, question Émeric,
Pardon, Oui, j'en profite pour vous saluer. bonjour Bonjour à Sébastien. toutes et à tous. Merci pour cet exposé de très grande qualité. Euh, J'entends des questions qui sont effectivement récurrentes sur la comparaison entre réseaux. Et c'est vrai qu'on peut se demander si on a besoin de la 5G pour du réseau IoT, sachant qu'on a déjà des réseaux qui sont justement des réseaux bas débit. Et puis de l'autre côté, on se dit la fibre. Euh, Moi, ce que je perçois, mais c'est un peu la question que je voulais vous poser, j'ai l'impression qu'en fait, le réseau 5G est un réseau euh, qui a une vocation à être dynamique pour de l'itinérance, c'est-à-dire qu'il n'a pas vocation à passer à travers les murs pour alimenter de l'indoor, c'est pas sa vocation première. Il est plutôt pour des grandes infrastructures et notamment une des plus-values, c'est la réactivité, comme justement on l'a vu sur les véhicules autonomes. Alors voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a une forte complémentarité entre la fibre, dont on repousse les limites, on double la capacité tous les 18 mois de ce qu'on peut faire passer par une fibre optique dans les laboratoires. D'un autre côté, on a des réseaux bas débit qui, eux, ont juste besoin de capter des plips, plips, plips. Et puis, on a ce nouveau réseau de 5G qui doit nous permettre effectivement d'avoir des réactions entre des véhicules autonomes, d'avoir des réactions entre des choses en mouvement. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est cet aspect complémentarité fibre et 5G, je suis tout à fait d'accord. Sur l'aspect IoT, bas débit, les réseaux, il existe des réseaux aujourd'hui, effectivement, qui sont capables de répondre aux besoins actuels. Ce qu'on imagine, ce qu'on est en train de sentir, c'est qu'il y aurait une multiplication de ces capteurs-là et du moment où la densité, le nombre de ces capteurs-là commence à être très important au kilomètre carré, et bien à ce moment-là, effectivement, les technologies actuelles ne seraient pas suffisantes. Et c'est ça la promesse de la 5G concernant l'IoT. Je vois une autre question concernant sur les collectivités, effectivement, et la vidéosurveillance. On a l'exemple qu'on a cité. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire de la fibre sur des sujets pour des sujets de fiabilité, mais également de sécuriser les données? L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en hertzien que vous n'êtes pas mieux sécurisé. Évidemment, il y a un aspect sécurité physique qui est, à partir du moment où on est en hertzien, ça peut être capté, mais on est là aussi pour, enfin, ça se sécurise. Et d'ailleurs, à ce titre, on a un gros travail là-dessus qui est en cours de finition à la Banque des Territoires parce qu'il y a de plus en plus, effectivement, de collectivités qui se font attaquer. Je crois qu'il y en a plus de, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était 1200 collectivités qui ont été attaquées en 2019. Et ça, c'est un vrai sujet, mais il existe des solutions de sécurité au même titre. Et quant à la fiabilité, bien, c'est une question de qualité de service. Et là aussi, ça se négocie. Hein, lorsqu'on est sur c'est des choses qu'on sait faire dans le secteur bancaire ou dans les secteurs à haute criticité comme ça, où il faut avoir du débit et du niveau de sécurité très important et de fiabilité très important. C'est des choses qu'on sait déjà faire. Et c'est pour ça que les technologies, qu'elles soient fibre ou 5G aujourd'hui, peuvent être appliquées dans des domaines critiques. La complémentarité aussi, comme tu disais, Méric, dans certains cas, évidemment, s'il y a une fibre à côté pour desservir une caméra de vidéosurveillance, c'est probablement la meilleure option. Si il faut creuser quelques centaines de mètres pour aller desservir la caméra, évidemment, ça va être très coûteux en argent. Si c'est en pleine ville, la mairie ne sera vraiment pas contente et les citoyens non plus. Et à ce moment-là, une solution hertzienne, notamment la 5G, elle sera tout à fait adaptée. Aurélien, je te laisserai prendre connaissance de la question de Sonia qui vient de tomber Oui, sur voilà, qui devrait t'intéresser sur l'enfouissement des réseaux. Je vais juste prendre le point sur avant, on l'a zappé, mais sur les terminaux. Alors, je ne veux pas parler d'iPhone ou quoi que ce soit, mais simplement dire que, bah oui, à partir du moment où on arrive sur une nouvelle bande de fréquence, à savoir la 3,5 GHz, et qu'à partir du moment où elle va faire l'objet d'une attribution avec des licences, qui dit licence, dit abonnement, en tout cas dit privatisation d'une partie du réseau,
À ce titre, oui, soit il faut que le terminal soit compatible sur cette nouvelle bande de fréquence. Alors sur la 700 MHz, on pourrait dire que ça va fonctionner, mais soyez sûr que les opérateurs qui ont payé plus de 2 milliards au cumulé ces bandes de fréquence, eh bien, auront à cœur de se retrouver sur les abonnements. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit forcément les particuliers qui soient le cœur, évidemment, du business model, du modèle d'affaires des opérateurs. Je pense que la 5G va d'abord intéresser effectivement le domaine industriel. Alors, il y avait la question des Sonia, très intéressante, donc, dans lesquelles on parle, puisqu'on parle vivre en rural, là où le réseau mobile est aussi moins performant. Effectivement, aujourd'hui, en zone rurale, les réseaux mobiles sont moins performants. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu les différents programmes zone blanche qui n'ont pas réussi à combler malgré tout l'ensemble des zones blanches. C'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui les New Deal mobiles. Et donc des efforts sont faits, mais il y a un écart, effectivement. Et c'est important que cet écart soit comblé, que les zones blanches deviennent grises et si possible des zones noires au sens où il y aurait les 4 opérateurs mobiles qui couvrent. Hein, parce que si je suis abonné à un opérateur et tous les 3 autres couvrent, mais pas les miens, je suis malgré tout très content. Donc, la question de Sonia, c'est quel investissement serait prévu pour l'enterrement des réseaux filaires aériens? Oui, les réseaux, régulièrement, les réseaux même cuivre sont enterrés. Malgré tout, il y en a beaucoup qui sont encore aujourd'hui en aérien et il y en aura encore beaucoup parce que l'enterrement des réseaux est très coûteux. C'est pour ça qu'il y a toujours des poteaux qui détiennent des infrastructures cuivre aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, en fibre optique et de plus en plus en fibre optique. Euh, les techniciens disent que la fibre aérienne a des grands risques de casser régulièrement. Alors, je vais tout simplement rassurer un tout petit peu Sonia. Effectivement, les réseaux enterrés posent moins de problèmes puisqu'ils ne subissent pas les aléas du vent, de la neige, etc. Les réseaux en fibre optique, même si la fibre optique a l'air d'être plus fragiles, hein, de par les noms, ils sont aussi protégés à l'extérieur. Ils peuvent tenir, ils vont tenir de la même façon que les réseaux cuivre. En fait. Ils sont calculés, les réseaux il y a des calculs qui sont effectués des charges. Les réseaux qui sont bien déployés, ils devront tenir. Donc, il n'y a pas lieu à être inquiet ou très mesure. Ceci dit, je pense pour les réseaux qui sont particulièrement fragiles, tels que les réseaux de collecte, il est tout à fait logique qu'ils soient enterrés. Avoir répondu et un peu tranquillisé sur l'aspect, les réseaux en zone rurale, en aérien, c'est pas parce que c'est un fibre optique qu'ils vont pas casser. Ils tiendront. Pour répondre à une autre question sur effectivement l'aspect peut-être rural, question de Sophie. Est-ce que la 5G va servir d'excuse pour retarder encore les travaux d'installation de la fibre en zone rurale? Écoutez, je crois penser que non. Pour la simple bonne raison que la temporalité n'est pas du tout la même. On a commencé en 2011 et que pour le plan France Très Haut Débit et que celui-ci adressait donc en particulier les zones rurales, les zones futures de RIP, là où justement les opérateurs ne souhaitaient pas aller et que on a, pour bien le voir, je pense qu'on est un bon observateur à la Banque des Territoires sur cette question-là, les réseaux ont quand même beaucoup avancé, que là, quasiment la totalité des départements aujourd'hui ont un plan de déploiement de la fibre. Et vous avez vu tout à l'heure que par rapport aux engagements demandés par l'ARCEP dans l'attribution de la 5G, on est quand même assez faible en termes de
déploiement, que c'est très progressif. Et donc, il y a forte chance qu'évidemment, la 5G, qui sont portées par les collectivités, devrait effectivement se déployer beaucoup plus vite. Alors, je vois que ça c'est... il y a d'autres... Sébastien, pour ceux qui n'ont pas ouvert le chat, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas ouvert le chat, est-ce que tu peux élaborer sur ta réponse que tu as fait à Sonia? À Sonia et à Sophie, oui, qui s'inquiétaient du retard pris sur le très haut débit en ruralité. Comme vient de le dire Emeric, effectivement, les zones rurales sont en train, petit à petit, de réaliser l'objectif qui était prévu, hein, qui était un horizon 2022. Du très haut débit pour tous, mais simplement on a un effet trompe-l'œil, hein. D'un côté, les industriels et les territoires déploient 20 000 prises fibre optique par jour ouvré. Hein, chaque jour, c'est un monstrueux plan. Hein. Je veux dire, il faut se souvenir du téléphone. Hein, il a fallu 50 ans entre la première prise téléphonique posée et la dernière. Là, en quelques années, on devient le pays le mieux connecté d'Europe. Et particulièrement en ruralité, parce qu'un certain nombre d'investissements des opérateurs que sont Orange et SFR, qui sont sur les zones AMI, les métropoles, les zones urbaines, ont été finalement ralentis parce qu'ils se sont aperçus que c'était plus facile finalement de vendre de la fibre dans des territoires qui avaient du petit débit. Parce que quand vous arrivez chez quelqu'un qui a 512K et que vous lui dites je te donne 100 mégas, il se jette sur vous. Quand vous arrivez en disant ça à quelqu'un qui a déjà 8 ou 12 mégas, il dit ouais, peut-être, je verrai quand j'en aurai besoin. Et donc, ces opérateurs-là se sont aperçus notamment que les zones rurales étaient plus réactives en termes d'abonnement. Donc, et par contre, on a un effet trompe-l'œil, c'est que plus il y a de gens connectés en ruralité, plus c'est insupportable pour ceux qui ne le sont pas encore. Et donc, il y a un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus fort crier les derniers à être équipés. Et je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas dans le plan, 1,2 million de foyers, pour lesquels, notamment après le confinement, c'est devenu tout à fait intolérable et pour lesquels il va falloir trouver des solutions sur mesure. Il y a un point, je voudrais que Geoffrey, qui a posé une question par rapport à la 26 GHz, précise en fait l'assouplissement de législation auquel il fait référence. Je lis le truc. Bonjour, peut-on espérer voir un assouplissement de la législation pour le déploiement de la 5G en 26 GHz, étant donné qu'elle porte moins loin, elle sera limitée dans les petites zones comme des bornes Wi-Fi. Peut-être pas aussi court, mais effectivement assez court. Mais et de quel assouplissement de législation il fait référence? S'il veut bien prendre la parole. Oui, bonjour. Je demandais en fait par rapport à la législation pour la pose des antennes en fait. Parce que ça sera beaucoup moins, je pense, je suis pas sûr que ça sera beaucoup moins difficile de poser une antenne en 26 GHz, vu qu'elle inondera en fait beaucoup moins de monde au final. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu, ça sera assez limité la, dans la zone en fait de déploiement. Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, sur la 26 cette fréquence des 26 GHz, il y a encore beaucoup de questions. Il y a peu de choses qui sont encore définies. Déjà, la largeur des bandes dont nous disposerons sera tellement importante qu'elle permettra probablement de desservir plus de... Enfin, pour les 3,5 GHz en France, il n'y a que les 4 opérateurs mobiles qui ont été qui avaient la possibilité d'avoir cette fréquence-là. Pour les 26 GHz, il est possible que d'autres acteurs accèdent à cette bande-là. On parle beaucoup des industriels. Il pourrait y avoir d'autres types d'acteurs. Et par ailleurs, ce n'est pas encore complètement exclu qu'une partie de cette bande-là soit allouée en forme libre, de la même façon que les Wi-Fi. Donc aujourd'hui, en réalité, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Sur la partie de type opérateur, on peut imaginer que les antennes soient sur du mobilier urbain, qu'elles soient dans des endroits où aujourd'hui on n'émet pas les antennes 3,5 parce qu'elles sont trop grandes. Donc oui, il est fort probable qu'il y ait une souplesse là-dessus, avec toujours en regardant deux choses, la proximité des personnes et la puissance qui sera mise. Donc, il est clair que si ce type d'antenne était
posé, par exemple, dans l'immobilier urbain, il faudrait que ça, donc, et comme elle sera relativement proche des personnes, la puissance qui sera permise sera moins importante que celle qu'on utilise pour les autres fréquences. Pour répondre à la deuxième question d'Esther, parce que d'Esther Dubois, donc je vois qu'effectivement, merci Sébastien d'avoir répondu à la première dans la partie chat. Effectivement, c'est le New Deal mobile qui doit permettre la complétude de couverture en 4G. Effectivement, c'est encore frais. Pour la prise de conscience des maires, bah, écoutez, c'est complètement le sens du guide que l'on a voulu écrire ici et qui n'est absolument pas technique, qui a vocation effectivement à faire prendre conscience que les maires, au travers des directions régionales des différents opérateurs avec qui ils peuvent discuter, sont effectivement les premiers à pouvoir travailler avec les opérateurs pour, je dirais pas influencer, mais en tout cas participer à la couverture de leur territoire. En zone rurale, on peut penser que la 5G devrait s'appuyer sur la 700 MHz déjà utilisée pour la 4G, et qu'à ce titre, voilà, il y a un travail de montée en débit, mais que si il y a des antennes dédiées sur ce sujet-là, voilà, il y a une partie du travail qui peut être fait. Mais évidemment, on pense à la Banque des Territoires clairement que les élus locaux, les acteurs locaux, il n'y a pas que les maires, il y a également les industriels, les acteurs économiques d'un territoire qui doivent effectivement se mobiliser pour influencer le déploiement proposé par les opérateurs, qui, vous l'avez vu, n'ont pas, on va le dire honnêtement, ils n'ont pas je dirais, le couteau sous la gorge pour déployer massivement et rapidement, parce qu'évidemment, ça demande un travail assez important. Donc, ce travail-là, il est de la part des élus, pour nous, il est vraiment intéressant. Et je prends une autre question de Raphaël Bonnier sur voilà, si on est parfaitement équipé en réseau FTTH et d'un réseau bas débit et de qualité, quelle utilité de la réseau 5G? Alors, il est d'abord, j'insiste là-dessus, il est évidemment, il n'a pas d'intérêt pour le tout à chacun, dit comme ça. Mais en fait, il a un vrai intérêt pour le territoire, pour développer effectivement une stratégie de Smart City. Il a un vrai intérêt également pour les industriels. La capacité effectivement de connecter un site industriel est extrêmement importante pour développer une maintenance prédictive, améliorer l'efficacité l'efficience même de l'outil productif et évidemment proposer également potentiellement de nouveaux services. Et à ce titre, les aspects de latence, les aspects de densification sont peut-être les deux promesses les plus intéressantes. Et clairement, il y a un enjeu pour passer à la fameuse industrie 4.0, entre guillemets, mais en tout cas plus concrètement à l'usine connectée. Et ça, effectivement, il faut une standardisation et la 5G, au travers des licences qui sont attribuées, peut permettre effectivement cet aspect-là parce que elle allie et le débit et la réactivité. Après, il y avait évidemment une question de coût, mais si on fait un travail de modèle économique pour un industriel, ça peut présenter un intérêt. Voilà, donc je pense qu'il y a clairement c'est quelque chose qui peut venir au-delà sans forcément d'ailleurs détruire les opérateurs IoT existants. Ils ont tout à fait leur intérêt. Et puis la 5G peut effectivement porter sur différents pays, mais il faut qu'il y ait des accords pour ça, là où d'autres opérateurs peuvent proposer des solutions plus larges. Donc non, on voit vraiment un complément. Alors là, il y a plein de choses qui ont défilé, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Je ne sais pas si tu as jeté un coup d'œil, Roliane. Si tu avais des questions ou... Je voulais compléter ton dernier point sur l'aspect. Nous consommons de plus en plus en débit, ce qui fait qu'aujourd'hui les réseaux sont saturés au fur et à mesure. Bon, d'abord sont les plus denses et après les moins denses. Donc il y a cet aspect aussi capacité. Et Oui, tu as raison, c'est important. puis c'est un peu en réponse à une question qui a été posée un peu plus haut. Ben, par Esther, effectivement. Et en zone rurale, on n'a déjà pratiquement pas la 4G. Non, pardon,
c'était une question qui parlait du fait que dans les zones rurales, il y avait de plus en plus de demandes. Désolé, je l'ai Oui, perdu. par rapport au coworking, notamment. Et effectivement, Alors, je ne sais pas si en période de crise sanitaire, il y a beaucoup de coworking, mais c'est pas seulement parce que la 5G est une nouvelle technologie, mais parce qu'elle dispose de nouvelles fréquences. Quand elle va arriver, elle va désengorger et les endroits où il y aura déjà un début de saturation ou une saturation réelle. Et effectivement, tout à fait d'accord avec ce dont tu as parlé, les latences. On peut imaginer beaucoup d'usages dont on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui exactement comment ils vont se faire, mais par exemple, les services d'urgence, pompiers, SAMU ou autres. Imaginons les pompiers qui, avant d'arriver dans un immeuble, ils sont déjà les plans, ils savent déjà où intervenir et ils vont intervenir directement parce que tout ça leur est arrivé par une application en utilisant la 5G. Ça pourrait être quand même quelque chose qui pourrait faire gagner du temps et de vie. Il y en a d'autres, services à développer. Une question que je trouvais intéressante de Mick Perp, est-ce que la 5G est une opportunité pour développer l'agriculture connectée, capteurs, tracteurs autonomes, drones, etc., etc. Alors, je sais que parmi les participants, il y a des spécialistes effectivement du numérique et de l'agriculture. J'aurais une tendance à dire pas forcément. Parce que effectivement, elle a la 4G, pardon, la 5G a un défaut par rapport à la 4G actuelle, c'est que elle a une portée beaucoup plus courte, notamment pour les bandes 3,5, 1,4 et vous avez compris, hein, plus on est haut dans la fréquence hertzienne et plus la capacité est importante, mais plus la portée est faible. Et donc à ce titre, effectivement, la 5G au travers de la bande 3,5 ne présente pas forcément la capacité de pouvoir couvrir des grandes distances que peuvent demander effectivement la 5G. Par ailleurs, dans le domaine agricole, je ne suis pas sûr qu'il y ait une très haute densité d'objets connectés, même si effectivement les appareils peuvent être bardés de capteurs. Les informations ne sont pas pas forcément en temps réel. Ça peut être des relevés, si on a des capteurs d'hygrométrie ou ce genre de choses, ça peut faire un relevé simplement journalier, quotidien ou hebdomadaire. Et il n'y a pas forcément besoin de cette instantanéité qu'on peut avoir dans le véhicule autonome qu'on a donné comme exemple tout à l'heure. Donc je ne suis pas sûr. Néanmoins, comme l'a dit Rouliane, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. On n'est absolument pas capable de dire aujourd'hui quels seront les usages de la 5G en 2025. C'est extrêmement compliqué. On s'est longtemps posé la question de savoir s'il fallait du débit pour des usages ou faire des usages pour avoir des débits. Aujourd'hui, on ne se pose plus cette question-là. La fibre optique, on pourrait dire qu'on n'a pas besoin de 400 mégas, mais quand je vois le poids des photos qu'on peut prendre sur nos téléphones, aujourd'hui, on ne se pose même plus la question. Et c'est évident qu'on parle déjà de la 8K. Je ne sais pas ce que ça donne, je n'en ai jamais vu. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se poser cette question-là. On a besoin des débits, ils sont déjà saturés. Et, voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, et il y a sûrement peut-être des usages dans le domaine agricole que je n'ai pas en tête, mais peut-être qu'il y aura 5 drones qui couvriront tout un champ de main et qu'il y aura besoin effectivement de les coordonner. Peut-être, j'en sais rien. On peut imaginer des choses. En tout Nous, cas, la 5G le permettra. nous savons effectivement que l'agriculture connectée a des demandes dont les réseaux actuels ne répondent pas toujours. On verra si effectivement la 5G arrive à répondre là-dessus. Et Alain Héran demandait comment se procurer les guides pédagogiques. Et dans les commentaires, et merci Nicolas Lec et merci Sarah Fauconnier, vous avez mis les liens. Je ne sais pas si vous les voyez tous. D'abord, donc c'est une adresse HTTPS qui renvoie à Banque des Territoires. Et vous l'avez également dans la présentation. Dans la présentation, il y a un lien réduit qui permet comme Il y a ça. un super QR code. Tu peux l'afficher peut-être, Rolien, comme ça les gens pourront le flasher. Est-ce que vous les voyez là, les petits liens HTTPS, tac, tac.
Sinon, il y a le... Si vous avez un mobile, vous pouvez aussi scanner les QR codes. Est-ce que c'est la bonne page? Je viens de le faire, ça marche très très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup. Le QR code fonctionne parfaitement. Alors, j'ai perdu un peu le fil des questions. S'il y a quelqu'un qui a posé une question par écrit et auquel on n'a pas répondu, merci de nous faire signe, parce que là, j'avoue que je suis un peu perdu dans le flot des questions. Et merci d'en poser autant, c'est super intéressant. Est-ce que la 5G va permettre de relier les données entre les questions de la mer et du littoral? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que si la question du littoral et de la question de la terre avec les questions d'assainissement sont mal gérées, la question de la mer aussi, on voit bien aujourd'hui la question des côtes et des littoraux qui sont atteints, y compris par des dimensions sanitaires. Et donc, les deux vont ensemble. Les chercheurs, y compris, commencent à travailler avec des agriculteurs, les agriculteurs avec les pêcheurs. Donc, du coup, comment connecter ces données qui sont essentielles en fait à l'avenir du développement écologique et comment la 5G peut jouer un rôle dans ce contexte parce que c'est une donnée c'est quelque chose qui monte très très fort, cette nécessité de travailler ensemble. Tout à fait. Dans les échanges qu'on a eus avec quelques experts, les messages qu'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, dans ces domaines-là, les nombres de capteurs existants permettent de travailler avec les technologies actuelles. Dans un avenir où pour avoir des prévisions plus fines, des informations beaucoup plus fines, ces capteurs pourraient être multipliés de façon assez importante. Et c'est à ce moment-là que la 5G jouerait vraiment, elle deviendrait incontournable. Donc c'est une question de densité des capteurs. Je n'ai pas les chiffres, mais si je ne me trompe pas d'ordre de grandeur, c'est 1 million de capteurs par hectare. Mais voilà. Je suis désolé, c'est assez trop, je me trompe. Je sais qu'il y a quelques experts en ce moment qui sont autour de nous, peut-être qu'ils auront les chiffres devant eux. Alors, on a une excellente question de Christian Dondril sur les terminaux. Va-t-il falloir changer de terminal avec l'arrivée de la 5G? On voit ce qui s'est passé avec la 4G, et avec la 3G, puis avec la 2G, et avec le GSM, j'ai tendance à dire que oui. Ah oui, non, mais oui, évidemment, j'ai répondu tout à l'heure, oui, là, soyez tranquille, il y a un investissement qui a été fait par les opérateurs. Qui dit investissement dit retour sur investissement. Pour toutes les bandes de fréquences, oui. Alors évidemment, le terminal peut être tout à fait effectivement équipé pour la 700 MHz, ce qui est déjà le cas pour la 4G puisqu'elle est utilisée, mais ce sont des bornes licenciées, donc c'est pas tout à fait effectivement les mêmes bandes. C'est dans la bande des 700, mais donc la réponse est oui, c'est évident puisque ça sera couplé à un abonnement spécifique. Je dis pas de bêtises, Rouliane. La migration ne sera pas obligatoirement en fait en 6 mois ni en un an. On a déjà l'expérience de comment ça s'est passé avec les technologies précédentes. Beaucoup d'utilisateurs continueront avec la 4G, à se satisfaire de la 4G pendant des années. Et effectivement, au moment où ils renouvelleront leur mobile parce qu'il est devenu un peu vieux, parce qu'il n'a plus assez de mémoire, la batterie a flanché, ou autre, ils passeront automatiquement à la 5G, puisque les nouveaux mobiles vont intégrer progressivement la 5G. Par contre, effectivement, ceux qui voudront dès le début, qui seront dans une zone couverte par la 5G et qui voudront bénéficier du débit et des autres fonctionnalités, effectivement, ils seront obligés d'acheter un mobile 5G. Ouais. C'est peut-être aussi un peu un faux problème parce que
ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un nouveau iPhone qui sort, ou un nouveau Galaxy, ou un nouveau téléphone, tout le monde se jette dessus. Donc, on a tendance à remplacer son téléphone, bien que ce soit très très coûteux, tous les 2 ou 3 ans. Donc, les gens vont migrer automatiquement vers la 5G. Alors, il faudra changer, effectivement. Je reprends la question d'Esther sur l'accompagnement pédagogique et les formations à mettre en place pour les élus. Je ne sais pas si on en a encore à la formation. Je pense qu'on en est à la sensibilisation. Oui, je pense qu'il y a besoin de ça parce que quand on a fait le guide vraiment avec les équipes, c'était vraiment ça l'objectif. C'était de se dire, on pense réellement que les élus locaux ont évidemment toute leur part et de responsabilité et d'accompagnement pour le déploiement de cette 5G, de ne pas la subir. Il y a des expérimentations qui sont déjà dans les territoires. Il faut regarder ce qui a été fait parce que chaque expérimentation, c'est la petite carte que Rouliane a montré tout à l'heure, porte sur une verticale bien spécifique. Parfois, c'est que technologique, parfois, c'est sur un usage. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites, ou vu qu'il y a des maires qui ont aussi fait marche arrière, mais ceux qui n'ont pas fait marche arrière peuvent effectivement faire bénéficier de leur expérience et ça peut être tout à fait intéressant lorsqu'on est sur un pôle, par exemple, de transport ou d'intermodalité qui concentre beaucoup de personnes, comme un aéroport ou une gare, ou les deux parfois combinés. Voilà, là, il y a des enjeux effectivement très importants par rapport à la 4G qui est saturée. Il peut y avoir aussi une grande zone industrielle qui peut présenter aussi un intérêt, etc. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a fait ce guide-là de façon très factuelle. On n'a absolument pas de parti pris sur la 5G à la Banque des Territoires. Au contraire, on essaie de voir comment on peut la développer, sur quel usage, dans quelle verticale. Voilà, et c'est en ce sens qu'on a fait le guide. Et vous pouvez tout à fait vous en inspirer s'il y a des choses à faire dans ce domaine. Bon, nous arrivons à la fin de notre session. On peut peut-être prendre encore une ou deux questions. Ouais, je vois qu'il y en a. La 5G peut-elle être une opportunité pour prévenir les risques? Les risques sanitaires, les risques géologiques? Quel type de risque? Si c'est des risques pour la collectivité, la réponse est oui. Alors, pour l'IoT, je pense qu'effectivement, Ouais, par rapport tout à à fait. l'IoT, c'est quelque chose qui nous fait, dans l'étude menée par Accenture, donc en 2019, qu'on a suivi de très près, justement, on voulait connaître les usages et cet aspect risque est ressorti à différents niveaux. Euh, et cet aspect risque est à nouveau très lié aux objets, aux capteurs qui seraient qui seraient déployés de façon beaucoup plus dense qu'aujourd'hui, des capteurs plus petits, moins consommateurs et moins coûteux, et qui le fait de pouvoir les mettre beaucoup plus, de remonter ces informations-là, on aurait par exemple, je pense à l'un des sujets dont on nous a parlé, c'est les risques des crues. Euh, si on augmente les capteurs tout le long des rivières, des fleuves, on sera capable de détecter une crue de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus tôt. C'est exactement comme dans le domaine industriel. L'idée de la maintenance préventive, c'est être capable de détecter la panne par des tremblements inhabituels, par des éléments, par des choses qui seraient remontées par un capteur. Et donc oui, complètement, tout ce qui est toute la partie connexion de la ville, c'est et pour être plus efficient, mais également pour permettre effectivement une meilleure réactivité ou éviter, anticiper certains risques. Elle a nous demandé cette présentation-là, pour l'instant on ne l'a pas mis. Je ne sais pas si par l'intermédiaire des Rurality il y a moyen peut-être de la mettre à disposition. Alors oui, après la consolidation de la vidéo de cette présentation, on mettra sur le site de Rurality, en homepage, donc à la fois la vidéo et la présentation que vous aurez la gentillesse de partager avec Nicolas. Et on mettra tout ça en ligne d'ici la fin de semaine. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Dernière question. Je vois en zone montagne et d'hyper-ruralité comme la 5G sera-t-elle déployée et si oui, à quel coût pour les opérateurs ou les collectivités? Alors,
À ma connaissance, à ce jour, effectivement, à part sur la complétude, il n'y a pas encore de RIP sur les 5G. Donc le coût pour les collectivités, elle est effectivement à négocier pour le montage de point haut. Quand est-ce qu'elle sera déployée? Dans un moment? Les nombres des sites enfin, les licences 3,5 GHz n'obligent aux opérateurs qu'à 10 500 sites. On voit bien qu'avec ça, on ne déploie pas l'ensemble on ne déploie pas la 5G sur la totalité de la couverture en France. Et ça, c'est pour 2030, en fait. 2030, où tous les sites 4G doivent migrer. Donc, évidemment, ça sera quelque chose de progressif. Et là où la densité des populations sera plus faible, les opérateurs, on sait qu'ils déploient en général un peu plus tard. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire en quelle année. Et les rôles des collectivités, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est à la main des opérateurs mobiles. Quant au retour sur investissement, mais ça c'est pour l'opérateur, ça dépendra effectivement, mais il demandera s'il n'y a pas de retour sur investissement, il devrait demander effectivement l'aide de la collectivité. Et elle, son retour sur investissement, c'est le fait de remplir sa mission de service public. Donc voilà, il n'y a pas de retour à investissement à attendre pour la collectivité. C'est bien logique, sinon on répond aux besoins de ses usagers. C'est pour ça que je pense que voilà, les élus il est très important pour eux de bien connaître les besoins de leur territoire pour pouvoir anticiper ces choses-là et faire, s'il n'était nécessaire, un travail auprès des directions régionales des opérateurs. Voilà, il n'y a que cette façon-là aujourd'hui pour pouvoir accélérer le déploiement dans les zones peu denses, on va dire. Sur les 26 GHz, on a dit la page est pratiquement blanche, il y a beaucoup de choses à écrire. Les collectivités auront peut-être un rôle là-dessus, notamment dans la dynamisation des territoires, puisque les 26 GHz sont attendus par l'industrie. Évidemment, là, on ne parle pas avec les 26 GHz d'une couverture de l'ensemble de la France, mais ça peut être une couverture d'une plateforme logistique, ça peut être la couverture des industries 4.0, des zones particulièrement denses dans un territoire qui ne l'est pas obligatoirement. Et comme aujourd'hui, cette page elle est blanche, je pense que c'est plutôt au niveau des expérimentations qui sont en train d'être menées, dans lesquelles nous aussi, en tant que banque des territoires, on veut savoir de quelle façon ces fréquences-là peuvent aider les territoires, peuvent aider la dynamisation des territoires. Eh bien, merci pour la qualité de votre présentation. Je vous ai mis à l'écran, normalement, vous devez le voir, le guide. Donc, je vous engage à le télécharger, à le lire. Il est excessivement bien fait, clair, net et précis. J'ai adoré. Et vraiment, ça apporte beaucoup d'informations de manière très, très claire. Sébastien, à toi l'honneur d'avoir le mot de la fin pour ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci beaucoup à Rouliane et Aymeric pour cet exposé on l'a dit plusieurs fois, de très grande qualité et puis qui est vraiment utile pour des élus qui ont besoin de faits pour discuter avec leurs administrés, parce que les administrés auront un rôle. Sophie posait la question dans le chat, est-ce que les citoyens seront impliqués? C'est pas est-ce qu'ils le seront, c'est il faut qu'ils le soient. Et c'est le job effectivement des élus de faire ça. Et avec cette matière-là, sans parti pris, je pense qu'ils vont trouver un appui pour voilà, être en capacité de répondre, d'argumenter, de discuter. La connaissance, c'est toujours effectivement le début du consensus et de la paix. L'ignorance étant tout le contraire, on le voit tous les jours. Donc voilà, je pense que c'est comme toujours, la Banque des Territoires a fait œuvre extrêmement utile en diffusant ce guide que Ruralytic mettra un point d'honneur à largement diffuser également. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Merci encore. Merci. Merci.